Ok, bienvenue à tous sur ce 5e épisode de Running Knowledge. Aujourd'hui en compagnie de mon bro Eric de la Sablière. La dernière fois il était par là, il m'avait abandonné. Non, mais là, c'est lui qui m'a laissé, c'est lui qui a pas voulu faire avec moi. Mais là il est là. Donc, il s'est rendu compte que j'étais indispensable. Il est indispensable. Et puis tout le monde l'a demandé, hein. Tout le monde a demandé son retour. Donc voilà. Surtout moi. Donc, ok, Eric, donc on commence tout de suite par le sujet principal, c'est qui nous a marqué d'ailleurs. Allez. C'est l'ADCC, la dernière édition de l'ADCC. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est le plus gros championnat mondial de grappling, de lutte au sol, avec certainement le plus haut niveau, ok, au monde. Bon, il y a d'autres événements, l'ACB et tout ça, mais l'ADCC reste quand même le plus prestigieux. Le plus prestigieux, voilà, le plus prestigieux. Donc, on va pas résumer toute la compétition, mais en tout cas, moi, il y a plusieurs points qui m'ont vraiment intéressé et qui m'ont choqué même. D'abord, bon, bien sûr, Gordon Ryan, la domination de Gordon Ryan. Ok, le combat de Renato Canuto contre Gary Tonon et la Clan Giles, ouais. D'accord, d'Australie. C'est incroyable. Je crois que c'est pour l'Australie, c'était la meilleure place qu'ils ont jamais eu à une compétition à un ADCC. Ouais. Ok, surtout dans un absolute. Le gars, il fait un peu moins de 77 kilos. Il a fait taper 3 des meilleurs combattants et des plus puissants combattants en plus de 90. Incroyable. Et avec une facilité déconcertante. Alors qu'il perd dans sa catégorie, comme quoi l'approche en fonction du gabarit de l'adversaire, il y a vraiment des styles différents et des approches différentes en fonction du gabarit et des catégories de poids. Pour beaucoup de raisons. Hein. Je pense que, alors si on parle de Lachlan, ce qu'il a fait, il n'y a pas uniquement le fait que certains jeux marchent mieux contre les lourds ou moins bien. Il y a aussi le fait que les lourds ont, par définition, en ce moment, étant donné la capacité qu'ils ont à mettre du poids sur l'adversaire, avec le haut de leur corps beaucoup plus, et qu'ils ont moins de dextérité souvent au niveau de leurs jambes, on parle en général, et de leur garde, ont moins travaillé les entrées en ashigarami et en clé de jambe. Il y a aussi un instinct qu'ont les lourds qui n'est pas toujours se mettre en dessous de l'adversaire. Il y a énormément d'exceptions, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et donc, ils étaient... et ce jeu de clé de jambe, en ce qu'on appelle en ashigarami, qui est le jeu qu'on doit, on va pas se mentir, hein, entièrement à la Renzo Gracie New York et à John Danaher en particulier, à sa Death Squad, et a été développé de façon à être hyper efficace contre ce genre de combattants. Il y a aussi autre chose, moi il y a quelque chose, les combattants en particulier à qui Lachlan a réussi à mettre ses clés de jambes sont à prendre en compte. Patrick Gaudio, que je connais, qui est un excellent combattant. Attention, c'est une erreur de sa part qui lui a fait perdre les mondiaux contre Gordon Ryan. Donc c'est quelqu'un de très dur, de très bon, qui est aussi excellent en kimono. A pas, ça se voit, focaliser son jeu sur les clés de jambes, donc il a été surpris. On sait que Mohamed Ali a déjà montré une petite vulnérabilité en ce qui concerne les clés de talon. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. S'il y a une personne qui déteste quand on dit « Ah, lui, il sait pas faire ci, lui, il est nul à ça », à ce niveau-là de la compétition, ça m'exaspère. Tout le monde est super fort. Mais c'est quand même proportionnel au niveau de l'attaque de l'adversaire. Voilà, c'est exactement. Ça qu'il faut dire, hein. On sait que c'est des combattants qui sont... clairement plus focalisés sur le gi IBJF et qui ont donc un petit peu moins, parce qu'il faut répartir son temps, passer de temps à adapter le jeu en clé de jambe. Il y a quelque chose aussi, une autre chose très importante je pense, on voit aujourd'hui que les progrès qui sont faits dans le monde anglophone en clé de jambe sont vachement dus à la popularisation des techniques à travers séminaires et DVD de John Danaher. Lachlan, on sait que sa progression, elle a été fulgurante, il le dit lui-même, après que John Danaher soit venu faire un séminaire de clé de jambe chez lui. Et les Brésiliens sont, et nous on le sait très bien, on a vécu là-bas, très mauvais en anglais. Donc c'est très dur pour eux de capter toutes les subtilités
On peut pas généraliser comme ça, ils sont pas tous, mais en tout cas ceux qu'on a rencontrés. Je parle d'un niveau général, les Français sont mauvais en anglais. Les Brésiliens, c'est catastrophique. Leur niveau d'anglais est connu pour être très mauvais. Il y a un truc qui est vraiment important, qui est vraiment, je viens d'y penser, c'est que tu as vu quand tu tournes avec un plus léger, que ça soit même en boxe, en lutte ou au sol. Merci mon Yannick, merci du soutien. Il nous dit en mode l'équipe 21 for us by us. Merci Yannick. Super cool. Top, super boxeur. Il y a un point important, c'est que des fois on met un peu moins de pression. Exactement. On laisse un peu attaquer, on défend, on gère plus en réaction. Ce qu'il y a, c'est qu'un jeu en réaction contre le style de Lackland Giles, c'est mauvais. C'est-à-dire que si on est trop en réaction, on risque de perdre. Il ne faut pas le laisser placer les crochets, il ne faut pas laisser introduire ses jambes. Et donc ce jeu d'enfourchement où on va travailler avec une garde interne en dessous de l'adversaire est difficile à défendre pour les lourds. Pourquoi ? Parce que ils ont souvent une base assez large. Je regardais une base. Donc Gaudio, Kenan Duarte et Mohamed Ali utilisent beaucoup des tripodes. Tu vois, ils postent beaucoup au sol pour pouvoir garder leur équilibre. Et donc, ça crée des ouvertures pour ce genre d'adversaire. Alors que les catégories comme Lucas Lepri, etc., travaillent beaucoup assez fermés avec un knee valgus, c'est-à-dire les genoux rentrés vers l'intérieur, d'accord, qui vont rendre beaucoup plus difficile l'accès aux jambes et les clés de talon. Donc ça, c'est un détail technique, c'est pointilleux, mais c'est quand même intéressant. C'est extrêmement important. Ensuite, on est... Encore une fois, je remets absolument pas en cause l'extraordinaire performance de Lackland Giles. Non, c'est des tueurs. Qui était magnifique et qui, selon moi, ironiquement, résume le jiu-jitsu dans le sens où on parle toujours de la capacité d'un corps plus petit et plus léger à battre un corps plus lourd. On a dans ce cas-là, à travers les clés de talon qui ont été aussi longtemps stigmatisées, réussi à faire quelque chose qui n'avait jamais pu être fait avec autre chose. C'est-à-dire qu'on avait Marcelo qui faisait des deuxièmes places en absolute de façon incroyable, mais on n'avait pas vu depuis très longtemps une telle différence de poids et Marcelo était plus lourd. Et avec une facilité assez déconcertante. C'est-à-dire que quand les lourds sont pris dans le jeu des légers avec ce système-là, quand ces lourds ont été pris dans le jeu de ce léger, dans ce contexte-là, c'est arrivé. Voilà, c'est ça. Faut tout remettre dans son contexte. Le niveau de tous est très très fort. Peut-être sur un deuxième combat, il ne prendrait pas les mêmes clés, sachant que Lackland Giles n'était pas un favori. Donc peut-être qu'ils l'ont un peu... Clairement, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais ce qui est génial, c'est que... Même si on peut dire c'est le système qui a été mis en place et sa stratégie contre les lourds. En tout cas, il a brillé, il a fait plus que briller. Au final, à mon sens, ce qui est plus important que le fait qu'il ait fait, et ça c'est ce que même Danaher soulignait, qui est encore plus important que la supposition de est-ce que s'il recombattait d'ici quelques mois ou d'ici même une semaine, les gars feraient pas attention. C'est plus encore pour moi que la victoire de Gordon Ryan, il a légitimé à fond l'efficacité des clés de jambes et il a obligé même le milieu les plus conservateurs à se rendre compte que si on veut que le jiu-jitsu continue d'avancer, il faut prendre en compte et intégrer le système d'ashigarami et de clés de talon dans l'entraînement des ceintures noires. Il y a deux choses aussi qui sont vraiment intéressantes et moi qui me plaisent beaucoup dans cette approche-là. C'est déjà la conceptualisation, c'était les concepts, l'intelligence, la planification en amont d'une méthode, comme tu dis, heuristique, va nous permettre, donc une méthode réfléchie et planifiée, peuvent nous permettre de surmonter des désavantages physiques et même d'expérience et même de sparring, du nombre de sparring, etc. Parce que Kenan et tout ça ont beaucoup plus de sparring, les Mohamed Ali ont des structures énormes, ok. Lackland Giles, il est en Australie. Ouais. Donc c'est bien, il fait plein de compétitions et tout ça, mais la plupart elles sont en Océanie, etc. Donc il y a Greg Jones, il y a quelques grappleurs, mais clairement en France on a le même niveau. Tu vois, on pourrait avoir le même niveau. Salut Addison, ça va ? On a le même niveau. On pourrait rivaliser avec des combattants australiens. Tu vois, on est d'accord, non ? Clairement. Voilà. Donc ça veut dire que s'il arrive à avoir ces résultats-là en compétition, en utilisant méthode, en faisant 77 kilos, et en n'ayant pas autant de sparring de haut niveau que les autres, d'accord ? C'est une bonne gestion des ressources, c'est tout. C'est une bonne gestion des ressources. L'entraînement, c'est beaucoup ça. C'est les progrès, je pense que c'est une bonne gestion des ressources. On peut faire la même chose. Donc, on doit s'attendre à avoir on peut s'attendre et on doit s'attendre à ceux qui écoutent, qui sont combattants de grappling ou pas,
des Français sur les podiums des ADCC très bientôt. Voilà, exactement. Voilà, ça c'était important. Ça c'est important. Deuxième combat, donc tu parlais de Renato Canuto contre Gary Tonon. Voilà, s'il y a les 3 points qui sont ressortis de ce combat-là pour toi. Alors, pour moi, plusieurs choses. Le fait que Gary Tonon soit le seul que j'ai vu dans la compétition et un des premiers que j'ai vu en général dans une compétition de ce niveau au sol, enfin une compétition qui est quand même plus une compétition de submission grappling, donc basée sur quand même, on s'attend à avoir beaucoup de sol et des soumissions, à mettre en pratique des techniques qui sont purement des techniques de lutte. Alors, en lutte, t'es plus pointu que moi, mais ce que j'ai vu de par ma pratique, de par le temps que je passe avec toi et de par ma concentration sur la lutte en ce moment, c'est qu'on voit que Gary Tonon utilisait des techniques qui étaient pas juste basées sur je vais apprendre 1 ou 2 takedowns que je vais maîtriser en une fois à chaque fois. C'est des takedowns où je passe de double à single, mais ça c'est le maximum que je vais faire. Non, là il y a un travail sur les entrées russes sur 2 en 1, des enfourchements, des rentrées à l'intérieur, une recherche constante de monter les jambes et de faire du chain wrestling. Après, on peut, contre un ninja comme Canuto qui a un équilibre incroyable, c'est difficile à stabiliser, mais il y avait un vrai travail de lutte et un travail qui a été constant et où Gary Tonon, de par le fait qu'il mette son poids, qu'il gère bien ses positions de pied et sa justesse, c'est moins fatigué que des lutteurs plus approximatifs ou un type d'amener au sol plus approximatif où les gens se jettent et essayent juste de soulever l'adversaire où ils se fatiguent plus vite. Donc en gros, je pense que souvent, il y a un jeu de tentative d'amener au sol alors que là, Gary Tonon a lutté. Ouais, il a lutté et puis aussi intéressant. Très intéressant pour moi. Les enchaînements, les setups étaient intéressants. On voit qu'il s'est donné un thème et qu'il s'y est tenu. Salut mon Dao, ça va? Et donc il s'y est tenu. Donc c'est vraiment intéressant de voir ce genre de travail à la DCC. On peut dire que la part des victoires était composée à peu près de 70% de lutte pour la plupart des victoires dans ce tournoi. C'était 70% de lutte. C'est aussi dû aux règles. C'est aussi dû aux règles, oui, bien sûr. Mais c'était dans ce type de compétition, avec ce type de règles, c'était 70% de lutte. Et la transition lutte et passage, tout de suite, la transition lutte-sol, elle est vraiment importante parce que donc toi, tu as donné un nom à ça, c'était... Non, ça, c'est pas, pour moi, ça c'est un peu différent. C'est un peu différent. Je pense que là, je pense qu'une des zones d'ombre qui n'a pas encore été travaillée, qui manque pour l'instant, c'est la transition directe, pas de la lutte vers le contrôle, mais de la projection vers l'entrée directe en soumission. Ce que j'appelle, moi, shoot grappling. Shoot grappling. Et je pense que c'est quelque chose qui n'a pas encore été énormément travaillé, principalement dû au fait que les règles les plus communes dans les compétitions de sol sont punitives vis-à-vis de ce genre d'approche et donc ne mènent pas nécessairement à ce genre de technique. En tout cas, en apparence. Après, je suis convaincu et on l'a vu avec le système de front headlock qui était utilisé par Gary Tonon et souvent par Gordon Ryan, qui permettent une transition au-dessus directe en guillotine montée qui donne un passage même si on se fait prendre un petit peu les jambes depuis le contrôle frontal de tête. Je pense qu'il y a plein d'autres options qui n'ont pas nécessairement été explorées et on va souvent dire ce que j'ai dit maintenant que c'est dû aux règles qui sont punitives, mais je pense qu'il y a aussi le fait que le niveau de confort dans la multiplicité des amenés au sol n'est pas encore suffisant pour la majorité des personnes, pas encore... Mais tu sais, là, ça me rappelle ce que John Danner dit dans ses cours. Il dit il y a 3 manières d'amener au sol. Et en fonction de ces 3 manières, on va avoir des setups pour continuer au sol, dans la continuité du travail au sol qui vont être différents. Donc, par exemple, si tu travailles sur la tête, en bras-tête, en général, tu vas prendre le dos. D'accord? Ou alors, tu vas partir sur une finalisation sur la tête. Le deuxième option, donc tu touches une jambe, t'as la jambe. Quand tu tiens la tête, ça veut dire que la tête de l'adversaire est en dessous la tienne, donc tu peux aller dans son dos. Sinon, tu peux prendre le 2-on-1, le contrôle externe, donc c'est un contrôle de coude. Passer derrière le coude de l'adversaire te donne son dos ou même ses jambes, d'accord. Et ensuite, il y a d'autres options. Moi, j'ai développé tout un truc pour l'instant en y pensant, mais je vais pas vous en parler parce que je vous connais pas. Et enfin, le règne de Gordon Ryan. Voilà, moi, on peut parler de règne. Ça me Enfin, en fait, c'est drôle parce que
tout le monde répète la même chose et en parle. Et ce que je dis, alors là on s'attend à ce qu'ils disent, il va dire il est pas si bien. Je dis, Non, on le savait déjà. Et honnêtement, j'étais pas surpris. C'est son jeu transitionnel qui fait sa force. C'est qu'il est capable de. C'est sa stratégie. C'est qu'il transitionne extrêmement bien. Il est extrêmement bon stratège. Il a un jeu qui est purement basé sur la triple transition dont il nous parle depuis longtemps, qui est la multiplicité des passages qui sont les passages collés, les passages la pression à la distance, la pression à coller et la pression due à la soumission, à la menace de soumission. Si les deux épaules de l'adversaire sont au sol, il peut passer. Si les genoux pointent dans l'autre direction, il peut passer. S'il y a extension d'un membre, il peut attaquer et menacer une soumission. S'il y a exposition du dos, il peut prendre le dos. C'est pas, lui-même dit, les concepts sous-jacents sont pas. En fait, c'est qu'il reste constant dans son suivi. Il suit les lignes de ces concepts en fait. Et puis j'ai lu une interview de John Danaher là, qui disait que c'est ce que je suis en train de dire, Willy, il n'a pas fait que la lutte justement. Là je suis en train de te parler de ses passages. Pour la lutte, il y a un vrai boulot. Moi Willy, ça va quoi? Il y a un vrai boulot debout. Le boulot de debout de Gordon Ryan est beaucoup moins élaboré que celui de Gary Tonon pour plusieurs raisons. Le poids de ses adversaires, l'expérience qu'il a. Il y a un autre point aussi. Le fait qu'il y en a un qui s'entraîne pour le MMA et pas l'autre. Il y a un autre point aussi qui est important, qui est à souligner, Willy, c'est le fait que Gordon Ryan était blessé pendant 6 mois. Ouais, le fait qu'il soit blessé, il a pu recommencer à lutter seulement 3 semaines avant la compétition. Voilà, donc voilà, il y a ça aussi. C'est extrêmement important parce que moi, je me suis fait opérer du ligament croisé. Je sais que pour retrouver la confiance de shooter dans les jambes, voilà. C'est, il n'a pas shooté. Donc on peut voir que ses attaques partaient d'un collar tie à partir de 45 Après, degrés. Gordon n'a jamais shooté dans les jambes. En fait, il a une lutte qu'on appelle... Son histoire. Voilà, sa lutte, elle est beaucoup en kuzushi et en déséquilibre pour ensuite faire des saisies de genoux ou de hanches. Ouais. C'est plus sa lutte. Il travaille ou alors partir sur des amenées au sol qui sont assez hautes en single leg mais avec les jambes tendues. Il est grand et longiligne. Bien sûr. Donc ça a un sens. Lui-même disait, je suis pas du tout le meilleur lutteur de là où je m'entraîne en règle de lutte libre. Par contre, c'est extrêmement difficile de m'amener au sol dans les règles ADCC parce que c'est quelqu'un qui a, de par son travail à lui et celui de ses coachs, une très bonne analyse des règles quand il participe dans une compétition. Voilà, donc ça c'était ce que je tire les plus importants de Gordon et puis de la DCC. Ouais. Je suis aussi très content de la performance, enfin très content. Ça me fait hyper plaisir de voir que Craig Jones confirme son statut de top contender dans la KT. Avec, et ça je le dis, j'ai l'impression que en ce qui concerne dans la DCC, pour moi, c'est presque un manque de préparation de ne pas le faire, mais j'ai l'impression qu'il c'est le moins, on va dire, celui qui a eu le recours à des suppléments mexicains. Donc je trouve ça, avec la clan aussi. Donc je trouve ça super intéressant de voir ce qu'il arrive à sortir. Et il y avait plein d'autres combattants qui ont eu des incroyables prestations. On parle tellement de la clan à cause de ce qu'il a fait, mais on oublie que Dante Léon a pris le dos de Lucas Lepris, qui était jusqu'à ce que la clan attrape les jambes de ces trois monstres considérés comme la performance du tournoi. On a Fiona Davis dont on parle pas, qui a battu Bia Mesquitas, qui est gigantesque. Pour moi, on a Rutolo qui a 16 ans et Nicky Ryan à 18 ans passe un nombre de tours pas possible en battant des champions. On a Miao qui confirme. Je veux dire, c'était pour moi le plus beau des ADCC et vous pouvez les regarder. Il n'y a pas un seul combat où vous allez vous ennuyer. J'oublie encore des combattants parce que j'y pense depuis sans arrêt et je ne veux pas vous mentir, j'ai plutôt envie maintenant d'avancer, de tirer les conclusions de cette ADCC qu'en parler. Mais il était magnifique, ça vaut la peine de, ne serait-ce que pour un mois, prendre les 20 balles de Flow Grappling et regarder pour un mois. Ça, vous allez exploser, vous allez progresser juste en regardant et surtout vous allez vous éclater. Donc allez-y. Ce qui est marrant pour finir sur cette ADCC, cette première partie du podcast, c'est que on peut voir que la communauté du grappling, du jiu-jitsu brésilien, de la luta libre, etc. Les gens qui suivent les compétitions sont aussi des pratiquants. Et ça, c'est une grosse différence par rapport aux autres sports. Ouais. D'accord ? Tu peux prendre des gens qui font du foot, etc. ne sont pas forcément des compétiteurs. Les gens qui suivent le grappling ou les formes de lutte au sol sont pratiquants.
que ce soit débutant et que ce soit son pratiquant. Donc ça fait que notre communauté, cette communauté-là est très très forte et elle va avoir un impact en termes de médias et en termes de suivi des combattants extrêmement solide. Donc lente, mais solide. Exactement, il y a une concentration très forte il y a une concentration qui est plus importante de l'attention qu'en MMA, où tu as des gens qui ne vont regarder que le combat de McGregor. Certaines personnes ont l'ambition... De Nick Ryan vs Ariana Hill. Qu'est-ce qu'il a mis versus Jamil Hill. C'était super. Je pense que Jamil a fait une petite erreur. Jamil n'est pas en plus extrêmement familier du sans kimono. Alors bon, il est extraordinaire évidemment, mais il est moins familier. Il a fait une erreur. Il a perdu. Nick Ryan a super bien géré son combat. J'étais surpris. J'ai trouvé que c'était une vraie upset. Jamil Hill est, pour ceux qui ne le savent pas, le troisième américain et non brésilien, et donc troisième ou quatrième américain et non brésilien à gagner un championnat du monde en ceinture noire, c'est un élève de Lloyd Irvine, donc très très fort, et il le fait pas n'importe comment, hein. Il avait déjà quasiment battu Cobrinha l'année d'avant, donc c'est un magicien, et c'était pour moi une énorme upset. Je pense qu'on n'en parle pas assez parce que c'est arrivé au premier tour, mais Jamil avait clairement aussi le niveau pour en passer plus d'un. Donc voilà, c'était mes conclusions de l'ADCC. Comme tu disais, c'est un public qui est très concentré, et qui évolue en fonction. Il y a des personnes, encore une fois, comme Gordon Ryan, qui voudraient en faire qui voudraient élargir un petit peu les horizons de par leur personnalité médiatique. Je pense que de toute façon, on a un public qui est principalement un public de pratiquants, quelques personnes qui s'y intéressent, qui sont des geeks du MMA. Au-delà de ça, c'est de par la nature du sport, de par la façon dont l'apparence du sport, comme on est des pratiquants, on a une lecture du sport qui est énorme, mais en ce qui concerne sa popularité, ça peut augmenter, hein. La lutte, c'est pareil, hein. Il n'y a personne qui regarde les championnats du monde de lutte qui est pas lutteur. Ce qui va être intéressant, c'est donc ce qui intéresse les gens quand on regarde des combats, c'est quand on connaît, on voit à part s'il y a des projections en amplitude et tout ça, mais sinon si tu ne connais pas le sol, du premier abord, ça intéresse pas forcément. On va avoir de l'agilité, etc. Surtout quand c'est des combats très serrés, très fermés. Maintenant, c'est l'accompagnement des médias, c'est-à-dire j'encourage les combattants et même les pratiquants qui ne font pas de compétition, produisez, mettez du contenu sur Internet, vos entraînements, etc. Faites des trucs comme ça, ça va éduquer les gens et ça va les attirer progressivement vers notre discipline. C'est vraiment, vraiment important. Ce qui intéresse les gens, c'est voir les préparations, c'est voir comment les gens s'entraînent, etc. Donc ça, ce sont des points vraiment importants. On a tous une responsabilité. Le fait que les spectateurs soient à 90% des pratiquants, on a une responsabilité pour amener des non-pratiquants à regarder notre discipline. Donc chacun doit être acteur de la promotion de cette discipline. Et ça va rajouter beaucoup plus de compétition, ça va aider à des compétitions à se développer et ramener de plus en plus de fans et de public. Donc voilà, un ADCC exceptionnel, mais soyez pas que spectateurs, analysez les techniques, recherchez-les, pratiquez-les. Ça va permettre de faire évoluer le game et développer. Voilà, on doit avoir confiance aussi. Nous en France, s'approprier un jeu, prenez les DVD de Danaher, mais regardez-les vraiment, analysez. Je connais qu'une seule personne qui l'a fait, c'est Eric, qui analyse vraiment et qui note tout, il connaît par cœur le truc. Donc ça, c'est chouette. Et après, c'est un avantage, je vais pas me mentir, c'est que je parle anglais aussi. Hein. Faut prendre possession. Ouais, mais il faut apprendre à parler anglais maintenant. Faut apprendre à parler anglais. Si vous parlez pas anglais déjà, honnêtement, si vous parlez pas anglais, vous faites et que vous voulez vous voulez vraiment évoluer en réalité dans n'importe quoi. Apprenez à parler anglais. Pourquoi ? Mais je vous parle pas que d'arts martiaux, hein, si vous voulez être musicien. Pourquoi ? Parce que au final, le véritable internet, il est en anglais. Si vous tapez si votre première recherche dans Google, elle est en français, bon ça, Johnny va rigoler. Si votre première recherche, elle est inutile, ça ne sert à rien. Si vous recherchez les choses en français dans Google, vous êtes en 1998 et vous méritez pas d'avoir internet. Voilà. Bon, ça c'était l'avis d'Eric. Je pense qu'il faut faire des recherches dans les deux et arriver à... Rien à battre. Si c'est pas sur la France, à moins que ça concerne la France, apprenez à parler anglais. Ouais, mais on a quand même des experts sur certains sujets en France et donc si les experts... mais le truc c'est que ces experts-là, souvent ils publient plus en anglais. Ouais, c'est vrai. Parce qu'ils veulent un vrai public. C'est vrai. Mais bon, faut faire quand même les deux. Voilà, fin de la première partie, on a parlé de l'ADCC.
On va attaquer la deuxième partie dans 5 minutes. Ceux qui veulent suivre en direct le podcast, donc c'est sur le Instagram de Eric Gringo Loco ou Johnny Fraché MMA. Vous pouvez nous suivre et le podcast sera la semaine prochaine sur la chaîne YouTube Running Knowledge. Deuxième partie dans 5 minutes. Ossa.